c'est la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Avant d'aborder le sujet du Togo, nous allons continuer un moment à parler de la Côte d'Ivoire où nous l'évoquions. L'État s'oppose à la libération, en tout cas la demande de libération totale de Laurent Gbagbo. Maître Sosa et Maître Sylvain Atomensan sont mes invités de ce samedi. Alors, Maître Sylvain Atomensan, vous l'avez dit, et je pense qu'au niveau du parti de Laurent Gbagbo, il y en a également qui le disent, que l'équipe de Gbagbo a répondu à la demande de l'État ivoirien et a invité la Cour à rejeter la requête de l'État au motif que celui-ci ne fait pas partie du procès et ne peut être autorisé à intervenir dans la procédure. Et donc, ce devrait couler de source. Bien sûr, on va rejeter leur demande. On va même dire qu'elle est irrecevable, puisqu'ils n'ont... Je ne sais même pas ce qu'ils doivent avoir. Les deux mercenaires, comme le dit Maître, les deux mercenaires doivent savoir les règles du jeu. Je crois qu'ils sont en train un peu de forcer les choses. Bon, l'avocat de Gbagbo, l'avocat principal de Gbagbo, c'est Maître Altitz, que je connais personnellement, puisque je suis inscrit à la CPI, on se voit souvent. Mais ça ne passera pas. Je crois qu'ils sont en train de se ridiculiser. Et en dehors du caractère abject de la démarche, je crois que c'est du ridicule. Ça ne passera pas. Si on prend un peu en compte tout ce qui s'est passé dans ce procès depuis le début, où on a vu que ça ne tenait pas la route, mais on forçait un peu les choses, est-ce que ça ne craint pas pour cette... Non, la chambre d'appel ne recevra pas cette requête. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre Gbagbo en liberté. Si on voulait le mettre en liberté, parce que son avocat ivoirien m'a dit la dernière fois, en juillet, en août, lorsque nous étions à La Haye, qu'ils ont demandé qu'on lui permette d'aller en Côte d'Ivoire. Ils ont introduit cette demande. Je crois que c'est ça qui a fait réagir l'autre partie. Mais ça ne passera pas. Je crois que la procédure suivra, mais on ne le laissera pas quitter Bruxelles non plus, puisqu'il y est là-bas. Et donc on ne le laissera pas aller en Côte d'Ivoire. Le temps de voir Ouattara faire son simulacre de procès d'élection pour se faire réélire une troisième fois, ce qui, à la limite, n'est pas assez concevable aussi. Bon, mais vous savez, nous sommes en Afrique où les chefs d'État font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, en tout cas son avocat, Maître Emmanuel Altitz, devrait aussi savoir qu'au-delà de la procédure qui est purement judiciaire, il y a beaucoup de relents politiques aussi dans cette affaire. Bien. Stéphanie Mopa, qui est une journaliste très engagée, et en tout cas une plume à qui il est recommandé de donner du crédit, et qui couvre pour certains médias français le procès Gbagbo, a écrit un livre qu'elle a intitulé « La CPI, le joker des puissants ». Et effectivement, c'est vrai, on se rend compte que finalement, toute l'institution est inféodée à la politique. On ne fait que de la politique à la CPI depuis que cette institution a commencé. D'abord par son mode de financement, et ensuite par les cibles de ses clients. Parce que on ne comprend pas pourquoi, vu les présupposés qui ont amené à sa création, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit qu'en Afrique, sur le sol africain, des candidats potentiels au jugement de la CPI. Et pourtant... Fatou Bensouda avec Moses, vous connaissez le cas irakien, avec ce que les Américains ont fait. Vous avez vu les foudres qu'elle a reçues. Mais c'est bien ce dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, de la même façon, quand vous acceptez d'être à genoux, vous voyez toujours les autres très grands. C'est parce que les nôtres se sont agenouillés qu'ils voient tous les autres beaucoup plus grands et qu'ils acceptent. Parce que forcément, quand vous êtes à genoux, toutes les mains vous dépassent. Elles sont au-dessus de vous. Quoi qu'elles fassent, elles sont au-dessus de vous. Et même quand vous êtes à genoux, vous êtes à portée de baffe. Donc, on peut vous en mettre autant qu'on veut. Et c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un continent dont les leaders ont accepté volontairement de se mettre sous la coupe
de puissance qui décident pour eux et qui agissent en leur nom, en faisant dire que c'est au nom de nos peuples, c'est au nom de nos libertés, et c'est parfois au nom de l'humanité, mais l'humanité conçue dans une conception totalement binaire. Il y a l'humanité africaine et l'humanité des autres. La même chose qui est faite ailleurs sera absolument exempt de poursuite. Vous faites le 10e de cela en terre africaine, vous avez la communauté internationale, avec tous les guillemets possibles, qui se déchaîne et qui fait valoir sa force. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam en 1969, 70, 71? Le bombardement de villages vietnamiens au napalm, armes chimiques, s'il en est. Qui a fait ça? Des Africains? Des Vietnamiens? Des Coréens? Non, des Américains. Ceux-là aujourd'hui qui disent il n'y est pas possible de venir questionner ce qui s'est passé à Abu Ghraib. Nous l'avons fait parce que nous sommes Américains et il n'est pas question que la CPI se mêle de ce que nous faisons et ce que notre état-major décide de faire en dehors du territoire américain. Quand c'est sur le territoire américain, alors là, c'est même pas la peine d'imaginer que quelqu'un va dire on pourra y faire quelque chose. Ils poursuivent Julian Assange, qui vont condamner à une mort quasi certaine, parce que 175 ans de prison, bah, il est mort, c'est fini. Eux peuvent le faire. Personne ne dira que c'est une atteinte à la liberté d'expression. On est en train de discuter aujourd'hui si Julian Assange doit être extradé ou pas. Qu'un État africain dise qu'on lui renvoie un journaliste qui a fait ce que Julian Assange a fait. Qu'est-ce qu'on aurait entendu? C'est la raison pour laquelle, personnellement, je dis que cette institution, elle est problématique parce qu'elle a une maladie de crédibilité. Elle n'est plus crédible du tout. Non, moi, le problème ne se pose pas en termes de crédibilité de la CPI. Le problème se pose en termes de fiabilité de nos dirigeants. Parce que Gbagbo, ce n'est pas Ocampos qui allait le chercher en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui l'a livré. C'est Ouattara qui l'a livré. Mais, M. Niaoui, si vous voyez des chefs d'État d'un continent le plus riche du monde vont se mettre en conférence, en sommet, avec un pays, la Russie, l'Inde, la Chine, la France, alors que les richesses de ce continent-là sont plus importantes que les richesses de ces pays, ça fait problème. Parce que les seules richesses des deux Congos réunis, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée, dépassent largement les richesses de ces pays. Comment on peut créer des conférences, des sommets Inde, Afrique, où il y a des centaines de gens qui meurent de faim en Inde? Comment on peut faire ça? Mais c'est parce que nos dirigeants ont perdu la dignité. Ils ont complètement perdu la dignité. Qu'est-ce que les Russes ont de plus important, à part les armes, que les Africains? J'ai l'habitude d'aller souvent en Centrafrique. C'est les Russes qui font la loi en Centrafrique. Parce qu'il y a des richesses en Centrafrique, de l'or, du diamant. Mais quand on est dans cette configuration, le jour où Poutine demandera à Yahi Boni ou à Tshisekedi de lui envoyer quelqu'un qui le dérange, qui l'empêche de prendre de l'or ou du cuir ou du colbert au Congo à la CPI, il va se précipiter de le faire, même si Poutine n'a pas adhéré au traité de Rome. Mais il faut questionner le comportement de nos dirigeants. Mais au lieu de créer une force africaine en s'unissant, en créant des conditions du développement et de la bonne gouvernance pour échapper à l'emprise des puissances occidentales et des autres puissances, on va se disperser. On se laisse juger nos politiques nationales par des mécanismes qui sont à Londres, à Washington, à Paris, qui nous délivrent des satisfecits
et on organise de grandes messes, fait de grands discours. Comment on peut être aussi indépendant? Moi, ce n'est pas le problème de la CPI. Parce que le jour où les Africains prendront eux-mêmes la responsabilité de leur destin, la CPI ne trouvera plus de gens à juger. La CPI mourra de sa propre mort. C'est tout. Parce que Gbagbo, c'est la communauté internationale qui a demandé qu'on l'envoie à la CPI. C'est la communauté internationale. Nous sommes une organisation, nous sommes un groupe d'organisations, nous avons déposé plainte contre Sarkozy pour ce qu'il a fait en Libye. Mais on n'en a jamais entendu parler. Donc, je crois que c'est nous-mêmes qui sommes la cause du ridicule qui nous entoure. Parce que quand on a un certain nombre, une certaine fibre patriotique et panafricaine, le spectacle qu'offrent nos dirigeants aujourd'hui est ridicule. Parce qu'il suffit de créer des conditions d'une vraie unité africaine qui réunissent les conditions d'un développement économique où les gens ne parlent pas en tant qu'individus venus du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire, mais parlent au nom d'un continent pour que nous puissions nous développer et que les dictats que constituent la CPI, l'OMC, tout ça là, tombent. Certes, nous appartenons à une communauté, mais nous ne pesons pas dans cette communauté. On a besoin de nous juste pour désigner les membres du Conseil de sécurité, de désigner des gens, et on nous donne quelques strapotins au sein de ces institutions, et on est là, on est content. Mais c'est tout, c'est notre problème. Parce que le problème, ce n'est pas le problème de la CPI. Parce que je dis que si la CPI ne trouve pas de clients africains, si on n'envoie pas les gens, la CPI n'aura pas de gens jugés. Aujourd'hui, je crois qu'après le procès Gbagbo, le procès Bemba, il n'y aura plus de grands procès à la CPI. À part le Centrafricain qu'on vient d'envoyer, il n'y aura plus de grands procès à la CPI. La CPI mourra de sa propre mort, chers confrères, si nous prenons nos responsabilités et nous devenons conscients que nous sommes une part du monde, nous sommes à l'origine de l'humanité. On prendra un certain nombre de responsabilités. On dira, et ceux qui veulent, qui tiennent ce discours comme je le fais avec mon confrère, ceux qui veulent faire monter cette réalité, on les fait disparaître. On les frappe d'ostracisme. Mais je fais attention à mon confrère qui parle des Américains. Oui, j'ai peur pour lui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une réalité. Mais lorsque un Américain demandera qu'on lui envoie tout ça, si le procureur de la République, le procureur général ou le ministre de la Justice n'y consentent pas, il ne partira pas. Mais c'est la réalité, mon cher. Donc je crois que la CPI, moi je crois, pour y être souvent 3 ou 4 fois dans l'année, je trouve que c'est un instrument qui a sa raison d'être parce qu'on en a fait une épée de Damoclès pour régler un certain nombre de problèmes de violation des droits de l'homme en Afrique. Mais lorsque nous aurons une bonne gouvernance, lorsque les questions d'alternance seront réglées, lorsque les élections en Afrique ne se termineront pas par des bains de sang et qu'on soit obligé d'amener les gens à la CPI n'aura plus de clients. Moi, c'est tout naturel. Et puis dans le cadre, d'abord pour terminer sur le sujet, je pense qu'il y avait quand même le juge qui a dit, même si la procureure fait appel et que procès il acquittera le monde. Oui, il a dit. Oui, attendez. Quand vous avez une conviction forte, vous l'exprimez fortement, quel que soit ce que ça vous coûte par ailleurs, parce que parfois, vous savez, la vie, la mort sont tellement étroitement liées que on n'en voit pas toujours la ligne de couture. Hein. On ne meurt qu'une fois et on n'a qu'une vie. Maintenant, il faut faire le choix entre vivre en esclave ou vivre en homme libre. Et l'homme libre doit exprimer son opinion librement. Et j'approuve un juge qui dit « Moi, je l'acquitterai encore parce que je n'ai pas eu suffisamment d'éléments pour alimenter ma conviction sur la culpabilité. » Et encore une fois, il y a présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Mais ici, on a inversé.
il est coupable parce qu'on l'a désigné comme tel, c'est un coupable commode, c'est le coupable de la communauté internationale qui voulait que son candidat devienne président en Côte d'Ivoire parce que, écoutez, tout dans l'ADN de M. Ouattara transpire la communauté internationale, FMI, etc. Moi, dès qu'on me dit un tel est un bébé du FMI, de la Banque mondiale, etc., je commence, écoutez, je n'ai qu'estime et respect pour tous les Africains qui sont passés par ces institutions et qui sont des cadres éminents. Mais, écoutez, je discutais avec un ami qui est un intellectuel très féru des problèmes économiques, et il me disait, essayons d'imaginer le développement de l'Afrique sans la Banque mondiale et sans le FMI, et nous allons vraiment nous développer. Et en discutant avec un chef d'État africain un jour, il me disait, mais je ne comprends pas que le représentant résident de la Banque mondiale me réclame de façon combinatoire une audience alors que j'arrive même pas à voir mes ministres et il aimerait avoir une préséance sur mes ministres. Je comprends pas. Et il dit, non, écoutez, regardez bien, Metsosa, ces gens représentent dans la vie de mes concitoyens par an 10 euros. C'est une institution dont la contribution, tout confondu, dans la vie du citoyen de son pays, si je disais le pays, il aurait des problèmes parce qu'il est encore là, représente 10 euros par an. Et c'est à celui-là que moi je dois donner une audience impérativement parce qu'il veut, il veut que je le reçoive, parce qu'il a des rapports à faire à ses patrons. Je ne vais pas le recevoir. Bon, il a les difficultés qu'il a, mais il les assume. Tout à l'heure, on parlait de panafricanisme en parlant du Nigeria, qui a fermé ses frontières béninoises parce que, bon, oui, c'est là d'où vient le problème. C'est-à-dire que quand vous vous dites « je ne veux plus qu'on importe certaines denrées alimentaires chez moi » et que votre voisin est prêt à les accueillir à tour de bras et par les moyens du trafic et de la contrebande, vous inonde votre marché et tue votre économie, où se trouve la solidarité africaine? On devrait tous dire oui, on va consommer d'abord le riz CEDEAO. Et comme ça, on a une politique agraire, en disant, bon, ok, on a une politique rizicole qui va de Nigeria jusqu'à Dakar, et on cultive notre riz, on fait le corridor du riz jusqu'à ce qu'on consomme tout ça, et quand on n'en a plus, on va acheter du riz. Mais non, on a toujours des gens, des Aladis qui viennent, j'ai rien contre les Aladis, mais c'est comme ça, c'est la vérité, qui vont aller jusqu'en Malaisie, aller chercher du riz en Thaïlande, pour aller chercher du riz, pour inonder nos marchés, pendant que le riz local est encore sur les étals, dans les magasins de l'État, où on dit, il est de moins bonne qualité, les ménagères aiment ça, alors il faut leur donner ça. Si vous coupez, vous savez, allez au Japon, petit pays, agriculture complètement microscopique, mais c'est un pays où l'alimentation est à base du riz. Mais ils font en sorte que le riz national soit consommé d'abord avant qu'on importe un seul grain de riz. Et le Japonais est prêt à payer le riz national 10 fois le riz étranger parce qu'il est éduqué comme ça. Il faut le manger d'abord, sinon on n'a plus d'agriculture, on a des cousins, des tantes qui vont inscrire au chômage parce qu'ils n'ont plus d'activité. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est-à-dire, là, le patriotisme, il est aussi dans l'assiette. Et on est prêt à payer plus cher ce qui est fabriqué chez nous avant d'aller acheter. Nous. Mais monsieur Niaoui, pour rebondir, vous savez, il y a des sociétés françaises, espagnoles, qui viennent encourager des coopératives pour fabriquer, pour cultiver du soja qu'ils envoient en Europe, mais que nous ramenons des produits à base de soja que nous ramenons ici, que nous mangeons chèrement. Si le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour dire nous allons créer 3 hôpitaux au Togo et au Bénin avec la médecine générale ici, la chirurgie là-bas, le truc là-bas, ça suffit pour prendre la population.
De la même manière, on veut créer des industries au Nigeria, au Niger, les études de transformation, on a les moyens pour le faire. L'argent qu'on utilise pour faire des voyages, pour aller vendre nos politiques nationales à des gens qui sont à la limite des gens qui viennent nous exploiter, ça pourrait servir à faire autre chose. Nous, on n'est pas des économistes, hein. Nous, on n'est que de petits avocats, mais nous considérons qu'il est temps que nous gagnions en patriotisme politique, économique et sociologique et tout, parce qu'il est temps que l'Afrique se réveille, mais que l'Afrique se réveille, que les peuples africains bénéficient de la richesse de leur sous-sol. Et ça manque. Donc ça nous amène à poser le problème de la réelle gouvernance dans nos pays. Nous allons parler maintenant du Togo. On va évoquer donc cette tentative de Monseigneur Philippe Fanou-Kodjo, l'archevêque émérite de Lomé, de recoller les morceaux au sein de l'opposition, l'unicité de l'opposition qui est chère aux yeux de l'archevêque Kodjo après les multiples tentatives avortées de rapprochement des partis de la coalition des 14. Le prélat continue son combat pour l'alternance en 2020 au Togo. Et depuis, il y avait eu une rencontre avec des leaders de partis politiques de l'opposition le vendredi 25 octobre dernier. Il s'était à nouveau retrouvé en début de semaine, de cette semaine. Et autour de Monseigneur Kodjo, on a plusieurs partis politiques comme le CAR, Santé du Peuple, l'UNI, le MCD, le MPDD, l'ADI, plusieurs organisations de la société civile, également les candidats indépendants déclaré le but poursuivi par Monseigneur Kodjo. Il nous dit, je le cite, « Je ne suis pas un mercenaire, je suis un pasteur de Jésus-Christ qui donne sa vie pour sauver le troupeau de Dieu. Il s'agit pour moi de tenter une fois un rapprochement entre vos positions certes légitimes, mais suicidaires à la lumière des grands enjeux de l'heure face à un adversaire coriace. » C'est ce qu'il a dit donc à la rencontre au cours de laquelle on a noté l'absence de l'ANC, du PNP, du MRC, d'Abbas Kaboua, Maître Sylvain Atomensan. La démarche même de Monseigneur Kodjo, comment vous la qualifiez? Non, je voudrais d'abord féliciter le prélat pour cette démarche-là, même si je considère que l'émission des dignitaires religieux dans la vie politique pose un problème dans certaines, même si on fait appel pour incarner un certain nombre d'idéaux. Ils ont dirigé les conférences nationales qui ont eu les résultats que nous voyons dans certains pays, surtout dans notre pays. Mais je considère que c'est une démarche louable. Mais je dis qu'elle voit l'échec pour 3 ou 4 raisons que je vais rapidement vous donner. D'abord, c'est tard. Parce que la stratégie unitaire ne s'élabore pas à 4 mois des élections. À 4 mois des élections, on ne peut pas vouloir unir des gens qui n'ont pas l'ADN de s'unir, qui ont des intérêts croisés. Abbas Kaboua n'est pas allé parce que Abbas Kaboua n'est plus dans cette dynamique. Ensuite, c'est en contradiction au principe de la démocratie pluraliste. Parce que dans une démocratie pluraliste, les partis politiques qui ont vocation à concourir le pouvoir, on ne peut pas les enfermer dans un cadre unitaire. Parce que chacun veut conquérir le pouvoir à des militants. La troisième raison, dans une élection, cette stratégie unitaire ne pouvait jouer lorsque nous étions dans le système à un tour, où il fallait mettre en face du candidat du pouvoir un seul candidat. On n'a pas pu le faire. Par ailleurs, les élections sont dans notre pays, pour certains politiciens, une occasion de se faire connaître. Le premier qui a assez déclaré, l'ancien cadre de la Banque mondiale ou du FMI, Koda, moi je ne le connaissais pas. À côté de mon confrère Sosa, de mon confrère Frank Bedi ou Pandé Adjare, ce monsieur était un inconnu. Moi je ne le connaissais pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Donc c'est une occasion de se faire connaître. Et mieux, vous savez, une candidature vaut de l'argent.
puisque l'État est obligé de soutenir les candidatures. C'est une occasion pour chacun d'avoir un pécule et de faire campagne et de mobiliser le petit groupe de gens qui sont autour de soi pour faire campagne. Et vous savez que les élections chez nous, les occasions, sont des occasions pour certains de trouver quelque chose à manger. Et donc, quand on crée un parti politique, on s'attend à être candidat à quelque chose. Il y a tous ces éléments sociologiques qui font que... Et puis, il y a les égoïsmes des gens des uns des autres. Parce que dans une situation donnée, M. Sosa dira que je suis le mieux indiqué, le mieux outillé. Pour faire le truc, je dirais que non, moi je suis le mieux outillé. Chacun a ses arguments, personne ne veut céder la place. Et vous savez que la maladie de notre opposition, c'est une question de la maladie de notre opposition, c'est la maladie du leadership. Tout le monde veut être leader. J'ai entendu, j'ai fréquenté ce milieu, j'ai entendu un certain d'autres leaders dire, mais tout sauf Gilles Christ Olympio. Tout sauf Gilles Christ Olympio. Et lorsque ce moment arrive, les réflexes tribaux reprennent le dessus. Les réflexes claniques reprennent le dessus. Donc, Monseigneur Kodjo est dans une dynamique qui est louable, mais elle est vouée à l'échec parce que nous avons une classe politique, je l'ai déjà dit à temps et à contre-temps, qui ne prend pas la mesure des responsabilités qui sont les siennes pour régler les conditions de l'alternance. Et puis, on crée la stratégie unitaire lorsqu'on est dans une situation d'élection transparente, où les jeux ne sont pas a priori faits à l'avance. Dans la situation de notre pays, les jeux sont faits à l'avance. Mais Chassona dit qu'il ne faut pas dire que nous n'irons pas voter parce que les jeux sont faits à l'avance. Mais les jeux sont faits à l'avance. Parce que les opposants ont suffisamment perdu de terrain dans les querelles intestines. Ils ont laissé la proie pour l'ombre pendant longtemps. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils se sont battus pour avoir le scrutin à 2 tours. Et je ne les vois pas en train de dire, bon, mais nous, on va se rallier derrière Agbouibor, on va se rallier derrière celui dont vous m'avez donné le nom tout à l'heure, M. Poda et tout ça, non? Et puis ils vont dire, mais Poda à Gamessou, que les gens sont en train d'ensasser parce qu'il vient de la société civile. Il vient d'où? Qui le connaît? Parce que la démarche du prélat, c'est de voir si les politiciens vont s'effacer derrière un homme de la société civile. Mais les politiciens n'ont jamais considéré les gens de la société civile que des marchepieds, des béquilles. Je suis de la société civile. Je sais quand ils ont besoin de nous, quand ils n'ont pas besoin de nous. Donc je crois que c'est... Dans la situation du Togo, moi je ne crois pas à ça. Maintenant, s'il y a un miracle, comme il est ambassadeur de Jésus, mais alors si Jésus peut faire un miracle pour que les gens laissent tomber leur ego, pour que ça se fasse, bon, on peut prier, mais je ne crois pas qu'en 2020, on puisse obtenir ce qu'il veut qu'on obtienne. C'est tard. Le prélat prêche dans un désert actuellement. Il a dit ambassadeur de Jésus, mais oui. Je ne sais pas à qui il a présenté ses lettres de créance. Bon, plus sérieusement. Non, vous savez, Samuel Niaoui, on se connaît assez, et j'inaugure avec ce sujet une sorte de rupture de jeûne. Parce que je m'étais promis de ne jamais avoir d'expression publique sur des questions à enjeu politique togolais. Parce que, habituellement, le manichéisme qui imprègne nos esprits ne nous permet pas d'exprimer une opinion scientifique simplement, sans être tout de suite taxé de rouler pour un bord ou un autre. Et comme je n'aime pas ce ballottage de conscience, j'ai toujours préféré m'abstenir de commenter l'actualité politique togolaise. Mais aujourd'hui, vous m'avez un peu forcé la langue parce que vous m'avez imposé l'exercice, quasiment par surprise, parce que je ne connaissais pas tous les thèmes du débat avant très peu de temps. Mais en tant que citoyen de ce pays, je crois que je vais prendre ma part en disant ce que je pense aussi, parce qu'il n'y a pas de tort à dire ce qu'on pense.
Monseigneur Podro est un prélat qui a une certaine autorité morale. Sa parole est prétorienne et je crois qu'on peut la respecter par rapport à son curriculum vitae et son parcours aussi bien pastoral que politique. Avec respect, bien sûr, je salue et m'incline devant son initiative, qui est bonne en soi. Mais c'est vrai, la question se pose de savoir l'efficacité de l'initiative. On est toujours, aujourd'hui, au Togo, en quête de l'homme providentiel qui va incarner l'alternance possible. Et dans la classe politique disponible, on ne le trouve pas. Il n'est pas là. Ayons le courage de le dire. Ceux qui sont là depuis tellement longtemps qu'ils ont été usés. Et pour ne pas être méchants, certains ont été frappés par la péremption depuis longtemps parce qu'ils ont abdiqué de tellement de choses qu'on ne sait pas trop sur quoi ils vont fonder un crédit politique encore possible. Donc du coup, on est à la recherche de visages nouveaux qu'on pourrait trouver dans la société civile, comme il le disait tout à l'heure. Mais on est confronté au concours des égaux. Non, il est normal, comme ce qui se passe ailleurs, hein, on fait des primaires parce que chacun se dit plus apte que l'autre. Au sein d'un même parti même, on discute. Bon, comme on n'arrive pas à se convaincre, eh bien, on passe au vote et chacun doit convaincre le militant de ce que son profil, son programme et la façon dont il porte l'expression publique de la demande sociale lui permet d'être plus efficace que son voisin qui est également du même parti. Et souvent, quand il est aux affaires, c'est avec ceux qu'il a battu aux primaires qu'il mène la barque. On l'a vu en France, aux États-Unis, c'est tout le temps la même chose, c'est même une tradition. Les démocrates sont en ce moment en train de chercher en leur sein celui qui va les représenter contre Trump, qui est déjà le candidat naturel des Républicains. Donc cet exercice, il est sain. Mais malheureusement, il ne se passe pas sur un terrain sain. C'est-à-dire qu'en fait, les voies de sélection ne se passent pas de façon démocratique pour que ce soit les militants qui désignent celui qu'ils veulent voir compétir à la place de quiconque d'autre. Et chacun vit avec tellement de douleur qui se transforme en animosité contre l'autre qui est désigné, le fait de n'avoir pas été sélectionné, lui. C'est pour ça que je dis qu'il y a un concours des égaux. Donc, à force que des égaux obèses s'affrontent, ils s'écrasent et en face d'eux, ils ont quelqu'un à qui eux-mêmes font le tapis vers le siège présidentiel. Ils leur marchent dessus. Ils servent de marchepied pour le candidat unique du camp d'en face, qui n'a même pas besoin de se déranger. Soyons honnêtes, hein. À ce prix-là, je n'ai même pas besoin de tricher. Si j'étais à la place de Faure Gnassingbé, j'ai même pas besoin de tricher parce que ils ont tellement facilité le travail que bon, mais je n'ai plus qu'à me baisser et je prends le pouvoir et puis je vais m'asseoir. Parce que s'il se présente un homme au premier tour, il y aura, pardonnez-moi de dire ça comme ça, le reliquat de leur petit conflit, et à force de lui avoir tapé dessus, ils seront ridicules à venir dire finalement c'est le meilleur, élisez-le. Parce qu'ils l'ont tellement humilié et tapé dessus qu'ils auront mauvaise grâce à venir nous dire, une fois qu'il est sorti pour le deuxième tour, c'est lui, soutenons-le. Non, ça se passe pas comme ça. Là, du coup, ça devient un spectacle, un jeu de dupes, et le peuple, mais malheureusement, il n'est plus dupe depuis longtemps. En tout cas, le peuple togolais, je crois qu'il n'est plus dupe depuis longtemps. Et à ce petit jeu-là, il a compris qu'il ne va pas tout le temps être le cocu de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il se réfugie dans l'abstinence. En s'abstenant, on a un peuple politique abstinent, indifférent à ce qui se passe. Il ne veut plus participer à ça. Parce qu'il ne veut plus qu'on le tienne pour responsable de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Alors, ceux qui disent les jeux sont pliés d'avance ont tort. Ceux qui disent
il faut y aller. Mais en sachant que... Mais en sachant qu'ils vont perdre, on tort aussi. Donc, je dis, les cartes doivent être rebattues autrement. Et c'est la règle du jeu qu'il fallait voir avant. Pas maintenant, à 4 mois, c'est plié, mon ami. C'est fini. C'est plié. Maître Antoine Sarr, en même temps, la démarche de Monseigneur Kodjo, ça ressemble pour beaucoup à une obsession de voir cette opposition être unie. Est-ce que Monseigneur Kodjo n'est pas dans le remake d'une conférence nationale qu'il a ratée? Non, non, il n'a pas raté la conférence nationale. J'avais participé à la conférence nationale. Il n'a pas raté. En fait, il a bien dirigé la conférence, mais ce sont les politiciens qui en ont fait un mauvais usage. J'étais à la conférence nationale au titre de la société civile. Non, la conférence nationale est allée jusqu'au bout. Mais c'est les politiciens venus d'ailleurs et de la place qui ont commencé par mettre en place ce qu'il appelle le conflit des égaux, déjà dans la salle de Salle Fazao, qui ont compromis la conférence nationale, les résultats de la conférence nationale. Maintenant, Monseigneur Kodjo est crédible, mais les gens à qui il parle ne sont pas crédibles. Ils ont d'autres intérêts. Quand vous prenez la C14, elle est réduite à 5 partis aujourd'hui. Tout le monde est parti, les élections présidentielles approchant, tout le monde est parti. Parce que chacun veut se présenter. Et je vous rappelle que quand on est candidat aux élections présidentielles, on a un pécule. Il y a certains candidats qui n'ont jamais eu ça sur leur compte, excusez-moi, mais c'est une occasion. Ça aussi, ça compte. Donc, non, ce n'est pas un remake, c'est une tentative louable. Et même Monseigneur Kodjo a la crédibilité morale, mais il est en train de prêcher dans le désert. C'est la voix de celui qui connaît suffisamment la Bible pour savoir l'évangile selon ces gens, qu'il crie dans le désert. Que Jésus ne peut pas venir dans un milieu aussi infect, où les gens ne sont pas honnêtes. Les gens se mentent entre eux. Nous sommes à un marché de dupes. Les gens qui se sont autoproclamés leaders politiques dans notre pays n'ont aucune crédibilité. Ils n'ont aucune crédibilité. Ils ne s'aiment pas. Ils sont dans un club d'hypocrites. Or, quand on est dans un milieu d'hypocrisie et de duplicité, on n'obtient aucun résultat. Les autres en face, on sont droits dans leurs bottes. On nous a même dit que nous sommes dans une situation où Barcelone ne peut pas jouer sans Messi. Ils ont leur Messi avec eux. Donc, c'est pas la peine de se fourvoyer. Maintenant, on nous demande d'aller voter. Nous rentrons dans les urnes, on votera aujourd'hui. Mais moi, je vais voter pour celui qui a une crédibilité nationale et internationale, mais celui qui me promettra qu'il ne livrera pas mon pays aux puissances internationales. Sinon, tout le reste, le discours sur l'alternance, sur un certain nombre de choses, c'est du pipeau. Ensuite, il faut conquérir le pouvoir par un programme. Pendant longtemps, le programme des gens qui sont dans l'opposition, c'est l'alternance. C'est ceci, sans savoir que le peuple a besoin d'autres choses, d'autres rêves, qu'on lui vende d'autres choses. Et ils ne le font pas. Les autres occupent le terrain. Aujourd'hui, c'est le PNP, le Doing Business. Pour les gens qui comprennent le message, ça passe. On est heureux d'être premier de la classe dans le système business. Et nous, intellectuels, qui participons à ce mouvement, nous ne pouvons que demander que ça continue. Parce que les autres en face ne nous offrent pas une autre alternative. Donc, je crois que Monseigneur Kodjo, il fait de son mieux, mais c'est tard. C'est tard parce que le schéma que décide Maître Sosa aurait été le meilleur. Les 14 partis vont créer une condition de primaire. Et en ce moment, leurs militants vont se remettre ensemble pour pouvoir faire campagne contre le candidat du pouvoir. C'est déjà tard. En même temps, on donne l'impression au Togo comme si l'alternance ne peut passer que par une candidature unique de l'opposition. Et quand on regarde l'histoire même, que ce soit en Afrique ou ailleurs,
c'est très rare d'avoir les oppositions qui désignent le candidat unique. Ah, écoutez, Adama Barrow a été un exemple En Gambie. en Gambie. Sauf qu'à l'époque, il y avait 3 candidats. Il y avait Barrow, il y avait Jammeh, il y avait un troisième, donc, Oui. qui a contribué à effriter les voix de Jammeh pour que Barrow passe aussi. Oui. Mais C'était une stratégie de l'opposition. Oui, mais effectivement, c'était une stratégie de l'opposition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien cela. Il ne faut pas être dans la réaction. Il faut pouvoir se mettre en position de prévoir tous les possibles. Mais là, on a l'impression que quand, vous voyez, on est en face de gens qui se mettent à l'entraînement quand on a déjà sonné le gong de départ. Vous voyez, quand Usain Bolt avec ses concurrents sont déjà sur le starting block, Usain Bolt, c'est Usain Bolt. Il est déjà là avec, vous voyez, son background. Il est déjà multi-champion, etc. Il attend de prendre encore la médaille. Et ces gens-là, c'est quand on a tiré le gant de départ qui se mettent à l'entraînement. C'est un peu le sentiment qu'ils donnent. Forcément, Usain Bolt va gagner. Parce que... Et en plus, non seulement ils se mettent à l'entraînement, mais en se faisant des crocs en jambes à chaque fois. Ah ben non, toi tu passeras pas, c'est pas toi, c'est moi, etc. Et finalement, on s'étonne que Usain Bolt est déjà sur la ligne d'arrivée, alors qu'eux ne sont pas encore partis. C'est un peu ça ce qui se passe. Et ils me font penser, vous savez, à cette mère, c'est dans un conte philosophique, qui systématiquement, connaissant la voracité et l'appétit sexuel quasi priapique de l'ennemi, de la famille, à chaque fois fait son lit, met sa fille dedans et le lendemain se réveille en disant « Aïe, le salaud, il a encore violé ». C'est ce qui se passe tout le temps. Ils sont doués pour faire le lit de la gagne, pour le pouvoir, et une fois qu'on a gagné, aïe, il a volé, il a encore volé. Et attendez, qu'est-ce qui empêche d'avoir une lecture scientifique des élections? Parce que les élections, pardonnez-moi de le dire, c'est d'abord et avant tout une opération scientifique. On n'a pas besoin d'être super doué en mathématiques, hein, c'est que de l'arithmétique. C'est des additions, des soustractions et des multiplications, tout simplement. Écoutez, formez vos cadres, formez même les militants à la chose de l'élection, à la science électorale. Montrez-leur comment on assiste dans un bureau de vote à l'opération de dépouillement. Montrez-leur comment on fait les compilations et montrez-leur comment on fait le rapport bureau de vote par bureau de vote. Et après ça, mettez-vous enfin, en position de pouvoir contrôler la compilation des résultats et la proclamation. Si je suis dans un bureau de vote où j'ai assisté en même temps que les autres membres de ce bureau de vote qui représentent tous les autres partis et que je sais que dans mon bureau de vote, j'ai 18 voix pour mon parti que je représente et que lui en a 22 ou 25, mais qu'est-ce qui peut changer ça? Je l'ai vu, les dépouillements ont été faits sur un tableau que tout le monde a vu. Qu'on coupe l'Internet ou qu'on coupe pas l'Internet, c'est ce résultat-là que j'ai vu. Je peux au moins le photographier et le garder dans mon portable. On ira faire les recoupements après à Takwame, à Bafilo, pour dire, voilà, notre parti a eu ça dans tant de bureaux de vote. Les 10 bureaux de vote qui sont représentés à Bafilo, voilà notre résultat. Est-ce que ça peut changer à la CENI? Ça peut changer à la CENI? C'est pas sûr que ça change. Ou alors, si ça change, à ce moment-là, bon... Mais il y a la fraude. Pas par une magie, il y a une fraude manifeste. On va te dire, mais non, mais tout ça, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas. Il y a une métascience électorale qui agit et qui fait que, malgré les résultats physiques que vous avez, ça change au niveau de la CENI. Et oui, c'est vrai, il y a un problème, même au niveau de la CENI. Vous savez, l'organe même, historiquement. Parce que les élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne devrait pas être une opération politique, mais c'est simplement une compilation. C'est ça. Bon, alors pourquoi c'est le déficit de confiance qui fait que on dit une commission nationale indépendante. Elle est indépendante de qui? Elle est indépendante du pouvoir ou des partis qui sont là pour le composer?
Laurent Gbagbo a fait la meilleure démonstration d'indépendance. Il a laissé nommer un président de commission électorale qui était un opposant. Bah, on a vu où ça l'a amené, à la CPI. L'indépendance de la CENI, ça peut amener des résultats catastrophiques aussi. Donc, ce n'est pas dans l'indépendance qu'il s'agit, c'est dans la bonne foi technique de ceux qui sont chargés d'organiser le scrutin et de proclamer les résultats. Si c'est le résultat des urnes, on n'a pas besoin d'être indépendant, voyons. Si c'est le résultat des urnes, j'ai besoin d'être indépendant de qui? Non, on a besoin d'être indépendant, sauf que les gens qu'on envoie à la CENI actuelle sont des représentants des partis politiques. Oui. Et ces gens-là ne sont pas préparés à être indépendants. Voilà. Ben, si moi, Maître Sousa et moi, on est du même bord, et que Maître Sousa m'envoie à la CENI, et que Maître Sousa est candidat, je dois tout faire pour que, dans mon réflexe, il faut que ce soit Maître Sousa. C'est pour ça que nous, on a dit, quand il a fallu contribuer au débat pendant la commission de Mme Nana Awa, on a dit que la CENI ne doit pas être animée par des représentants des partis politiques, Bravo. mais des gens de la société civile et des gens indépendants. Bravo. Ah oui. Dans ma contribution au titre de mon association, c'est ce que j'ai dit quand j'ai été consulté. Non, mais, Sylvain, pardon, je ne vous coupe pas. Mais il y a mieux. Si nous voulons vraiment de l'indépendance, à ce moment-là, essayons de faire en sorte que le contentieux électoral soit monitoré par des gens qui ne sont pas des citoyens togolais. Oui, Il n'y aura aucun mal à ce que ce soit des Burkinabés, des Béninois et des Maliens qui viennent faire l'opération de contrôle. Là aussi, il y a une suspicion de les acheter. Le problème, M. Béanzin, la dernière fois, a fait l'objet de toutes les supputations. Oui, je suis d'accord, mais que des Togolais y soient, mais avec la supervision de ce qu'ils appellent la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez? Mais ça aussi, ils ne se battent pas pour l'obtenir. Parce qu'ils ont d'autres agendas. Eric, nos amis ne sont pas motivés par l'intérêt du peuple. Ils veulent avoir des strapotins. Ils veulent avoir un certain nombre de choses. La dernière fois, j'ai eu le privilège d'assister à la célébration de mariage par ma soeur Isabelle Amégambi. J'étais assis à côté de monsieur Jean-Paul Fabre. Il est bien dans ce rôle. Bon, il est bien dans ce rôle. Je crois que c'est également aussi une sorte d'appétence pour le pouvoir, mais une appétence assez pathologique qui dérange nos démocraties dans nos pays. Il a donné l'exemple de la Guinée, celui qui veut changer la constitution pour se représenter. C'est un désordre. Mais nous sommes en face d'une situation où, quand on a des pouvoirs qui sont dans la démarche de conservation à tout prix, vaille que vaille, on a en face des opposants, des oppositions qui ne sont pas crédibles et qui ne cherchent pas autre chose que de servir de matelas ou pour le pouvoir. Sylvain, Arthur Vincent, Eric et Marie-Sosa, merci aussi d'être passé. Merci beaucoup, Samuel. C'est la fin de Monde en 7 de ce samedi. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À samedi prochain.